Deux chiffres surgissent, 5 milliards, puis une arrestation unique et tout se resserre. Le contraste entre la pression financière extérieure et la réaction méthodique des unités loyales installe une tension froide qui redessine les lignes invisibles de la souveraineté. Que signifie pour vous cette résistance affichée par Ibrahim Traoré face à une mécanique d'ingérence aussi ordonnée ? Et si le vrai basculement était ailleurs, la promesse de cette séquence est simple, offrir une lecture structurée des risques systémiques, sans extrapolation ni jugement. Bénéfice clé pour le spectateur. Comprendre les variations, relier signaux, décider mieux. L'enjeu n'est pas de raconter un épisode isolé, mais de montrer comment une série d'ajustements techniques transforme la compréhension d'un contexte sensible. À partir des documents disponibles, l'analyse se concentre sur les mécanismes observables, écarts chiffrés, procédures de vérification, coordination des unités et exploitation progressive des données. Ce cadre permet d'éviter deux écueils fréquents, la surinterprétation d'un détail spectaculaire et la dilution d'indices faibles dans un récit trop large. Ce qui compte ici, c'est la méthode. Comment un système détecte, qualifie, puis hiérarchise des signaux lorsqu'une pression extérieure s'exerce. Dans cet environnement, la stabilité institutionnelle dépend moins d'une réaction ponctuelle que de la capacité à interpréter correctement les variations et à en mesurer la portée réelle. Un micro-doute demeure pourtant. À partir de quel seuil un simple écart devient-il un indicateur structurel ? Un écart de 17% apparaît dans les flux internes, et la lecture bascule. Ce chiffre, modeste en apparence, transforme une anomalie technique en indice structurel mesurable. À partir de ce point, les documents montrent que l'incident ne peut plus être traité comme un épisode isolé, mais comme le révélateur d'une dérive installée dans certaines chaînes de transmission de l'information. Autour d'Ibrahim Traoré, l'analyse se déplace alors des symptômes visibles vers l'architecture qui les produit. Le contexte se précise par couches successives. Les équipes techniques comparent d'abord les données historiques aux flux récents, non pour désigner une responsabilité, mais pour distinguer fluctuations normales et anomalies persistantes. Des tableaux de variation sont établis, des seuils recalibrés, et une logique d'enquête se recompose. Ce travail n'a rien de spectaculaire. Il vise à localiser l'endroit précis où la cohérence opérationnelle commence à se fragmenter. En parallèle, un groupe de coordination est chargé d'harmoniser les observations afin d'éviter la multiplication d'interprétations locales. Ce recentrage méthodologique permet d'ériger une vision stabilisée. L'enjeu n'est plus de suivre un individu ou de documenter un geste, mais d'évaluer la profondeur des ingérences possibles. Dans ce cadre, la tentative financière évoquée plus tôt, conclue par une arrestation unique, cesse d'être perçue comme un fait singulier. Elle devient la manifestation visible d'une pression plus large, longue à s'accumuler et précise dans ses ajustements. Le fil conducteur reste la méthode. Vérifier les déplacements, recouper les contacts, observer les échanges, puis contrôler les éléments matériels disponibles. Chaque geste s'inscrit dans une procédure graduelle. Cette progression éclaire la manière dont un signal faible se renforce sans précipitation. L'objectif n'est pas l'alerte immédiate, mais la consolidation d'une hypothèse et bêtise robuste. À ce stade, la question clé se précise. Comment un système décide-t-il qu'un écart chiffré suffit à reconfigurer toute son architecture de vigilance autour d'Ibrahim Traoré ? Les documents mettent en avant un groupe restreint d'officiers comme fil conducteur discret. Leur rôle n'est ni politique ni narratif. Il consiste à appliquer des procédures classiques de contre-ingérence pour qualifier une situation jugée inhabituelle. Cette posture méthodique sert de boussole au spectateur, car elle montre comment une organisation avance sans brûler d'étapes. Un premier cas éclaire cette logique. Un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils, sans motif opérationnel clair. Le comportement n'est pas menaçant en soi, mais sa répétition installe une zone d'incertitude. Les équipes notent, observent et classent l'information sans conclure. L'effet immédiat est procédural. La surveillance se densifie, les points de friction se clarifient. Un second cas apparaît lorsque des numéros étrangers sont relevés dans des documents saisis.
Là encore, aucune interprétation hâtive. Les officiers se limitent à établir une cohérence factuelle entre déplacements, contacts et éléments matériels. Ce travail de fond produit un premier impact mesurable. La chaîne décisionnelle se resserre, les vérifications deviennent coordonnées et les seuils d'alerte sont ajustés. Ces effets précoces sont souvent invisibles pour l'extérieur. Pourtant, ils conditionnent tout le reste. Avant toute interpellation, le système apprend à se regarder fonctionner. Où l'information circule-t-elle mal? À quel moment un détail devient-il répétitif? Cette phase prépare la suite sans jamais la précipiter. L'idée clé, en peu de mots, est la suivante. La cohérence naît d'observations accumulées. Avant, il n'y a qu'un signal faible. Après, une séquence structurée. Le déclenchement commence par une observation simple. Un individu étranger multiplie des déplacements entre sites militaires et civils, sans justification opérationnelle claire. Rien n'impose l'urgence. Les équipes appliquent une procédure standard, notent les allers-retours, vérifient les registres et maintiennent une vigilance proportionnée. Cette phase installe le cadre. Surveiller sans alerter, accumuler sans interpréter. La montée en intensité s'opère par paliers. Les vérifications successives révèlent des correspondances matérielles inattendues. Des contacts récurrents apparaissent, puis des numéros étrangers sont identifiés dans des documents consultés. Chaque élément pris isolément reste ambigu. Ensemble, ils forment une cohérence factuelle qui justifie un resserrement méthodique. Les équipes comparent, recoupent, puis documentent. Le rythme change, plus dense, jamais précipité. L'objectif n'est pas d'intervenir, mais de comprendre l'initiative réelle et d'évaluer si elle s'inscrit dans un schéma plus large. À ce stade, un choix tactique s'impose. Les officiers simulent un intérêt prudent pour les propositions évoquées par l'individu. Il ne s'agit ni d'accepter ni de négocier, mais de prolonger l'observation pour éclairer l'intention. Cette patience produit un effet clé. Elle permet de collecter des éléments exploitables sans créer de confrontation. La dynamique devient cumulative. Chaque jour ajoute une pièce au puzzle, chaque échange affine l'hypothèse. Le point culminant intervient lors de la rencontre planifiée du 8 novembre. L'opération est calibrée pour réduire les risques et maximiser la collecte d'indices matériels. L'interpellation se déroule sans heurts. Une valise, des enregistrements et des listes de contacts sont saisis. À cet instant, l'observation lente bascule en action décisive. Ce moment ne clôt pas l'affaire. Il en ouvre une autre phase. La question de la pression exercée autour d'Ibrahim Traoré prend alors un relief particulier car l'incident cesse d'être individuel pour s'inscrire dans une logique de sollicitation extérieure méthodique. La résonance, ou onde résiduelle, commence immédiatement après. Les services compétents exploitent les supports saisis, téléphones, ordinateurs, documents physiques. Les analystes cartographient les interactions, identifient des flux évoqués et relient des métadonnées à des contacts situés dans plusieurs pays voisins et au-delà. Aucune conclusion politique n'est formulée. Le travail reste technique. Distinguer l'initiative isolée du schéma répétitif, puis mesurer l'ampleur potentielle des interactions. Cette séquence complète, déclenchement, montée, résonance, révèle une logique en 3 degrés. Surveiller, vérifier, exploiter. Elle montre comment un système transforme un doute initial en capacité d'analyse structurée. L'événement visible n'est que la pointe. Le cœur réside dans la méthode et dans la manière dont elle se déploie autour d'Ibrahim Traoré sans jamais dépasser ce que les documents autorisent. La question demeure ouverte. À quel moment une vigilance patiente devient-elle la clé d'une décision robuste? Gardons en tête un repère simple. Le niveau de référence était stable, puis les écarts le déplacent. Les documents structurent cette lecture autour de variations mesurables, utilisées comme instrument d'observation plutôt que comme argument. L'approche est constante. Partir d'un état initial, mesurer un delta, puis en déduire ce que cela implique pour la cohérence des mécanismes. Autour d'Ibrahim Traoré, cette méthode permet de lire des transformations sans attribuer d'intention. Un premier indicateur apparaît. Une hausse de 37% des revenus issus de l'or. À l'état de référence, les flux miniers suivaient une trajectoire connue, avec des circuits de captation et de redistribution déjà cartographiés. Le delta modifie cet équilibre. Les rapports n'y voient ni succès ni échec,
mais un ajustement mesurable de la structure de circulation des ressources. Une telle variation peut résulter d'une révision contractuelle, d'une réduction d'intermédiaires ou d'un changement de procédure. Ce qui compte, c'est l'effet. Les canaux internes gagnent en densité relative. Pour l'analyse, ce mouvement devient un signal précoce de rééquilibrage utile pour évaluer la solidité économique dans un contexte de vigilance accrue. Un deuxième indicateur se dessine, une progression de 28% des dépenses de sécurité. Le niveau initial correspondait à des capacités opérationnelles fonctionnelles, calibrées pour une surveillance standard. Le delta indique un renforcement méthodique. Les documents évoquent des acquisitions, des extensions logistiques et des programmes de formation sans entrer dans le détail. La variation décrit un déplacement des priorités budgétaires, pas une rupture. En lecture technique, cette hausse suggère une intensification des dispositifs existants pour absorber des signaux plus nombreux et plus complexes. Autrement dit, le système investit pour maintenir la continuité face à une charge analytique croissante. Un troisième indicateur se précise. Une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées. Le niveau de référence reposait sur des apports réguliers assortis de cadres précis. Le delta reconfigure l'équation. Les rapports se limitent à un constat. La composition des ressources change et les marges d'ajustement se déplacent. Cette diminution impose soit une réallocation interne, soit une diversification des sources. Pour l'analyse, l'intérêt n'est pas la cause, mais l'effet structurel. La dépendance relative diminue, tandis que la pression d'optimisation interne augmente. Dans l'environnement décrit, ce mouvement s'additionne aux autres variations et modifie la lecture globale de la résilience. Pris ensemble, ces trois indicateurs composent une image cohérente. Aucun ne suffit seul. Leur combinaison révèle une transition mesurable, des flux internes plus denses, des capacités de protection renforcées et un appui extérieur réduit. Autour d'Ibrahim Traoré, cette configuration sert de cadre pour comprendre comment un système ajuste ses priorités lorsqu'il est soumis à des pressions croisées. La clé reste l'interprétation disciplinée. Chaque chiffre appelle une phrase d'explication, puis une mise en relation. Rien de plus. C'est cette sobriété analytique qui permet de passer des symptômes au mécanisme. Reste une interrogation centrale. À partir de quel point ces deltas cumulés redéfinissent-ils durablement l'équilibre d'ensemble? Deux cadres d'analyse émergent des documents sans hiérarchie normative. Chacun repose sur des arguments solides, construits à partir des mêmes indicateurs, mais orientés vers des priorités différentes. L'exercice consiste à présenter ces positions dans leur forme la plus robuste, puis à observer comment elles se confrontent aux données disponibles. Le premier cadre privilégie la stabilité par l'ancrage externe. Il part d'un constat historique. Les économies enclavées ou à capacité logistique limitée s'appuient souvent sur des partenariats extérieurs pour sécuriser des ressources critiques et garantir la continuité de certains services spécialisés. Dans cette lecture, la baisse marquée des aides conditionnées constitue un signal de tension, non parce qu'elle impliquerait un jugement, mais parce qu'elle peut affecter la disponibilité de moyens techniques, de savoir-faire ou de financement ciblé. L'argument est cohérent. Réduire ces apports accroît le risque de goulot d'étranglement et peut fragiliser la stabilité opérationnelle à moyen terme. Le second cadre met l'accent sur la capacité d'ajustement interne. Il s'appuie sur les variations mesurées, hausse des revenus issus de l'or et progression des dépenses de sécurité. Selon cette approche, ces deltas indiquent qu'un rééquilibrage structurel est en cours. Les ressources se recomposent, les priorités se recentrent et certaines dépendances extérieures diminuent mécaniquement. L'argument est tout aussi solide. Lorsque des flux internes gagnent en densité et que les capacités de protection sont renforcées, le système peut absorber des contraintes nouvelles sans rupture immédiate. La comparaison encadrée révèle un point clé. Les deux lectures ne se contredisent pas frontalement, elles évaluent différemment le même ensemble de signaux. L'une insiste sur les risques liés à la perte d'appui externe, l'autre sur les opportunités offertes par la réorganisation interne. Ensemble, elles dessinent un champ de tension analytique plutôt qu'un choix binaire. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dualité éclaire la situation sans la trancher. Les données ne désignent pas une trajectoire unique. Elles invitent à suivre l'équilibre mouvant entre continuité externe et adaptation interne. La question reste donc ouverte. Lequel de ces cadres deviendra dominant si les variations observées se prolongent ?
le centre de gravité se déplace, et cela se voit immédiatement. À ce moment précis, la dynamique change de nature. Les déplacements et comportements initiaux cessent d'être la source principale d'information. L'analyse bascule vers l'exploitation méthodique des données collectées. Téléphone, ordinateur et documents physiques deviennent les nouveaux indicateurs centraux. Ce glissement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Il transforme une logique d'observation en architecture d'examen approfondie. Les rapports décrivent cette phase comme un resserrement analytique. Les correspondances, les flux évoqués et les métadonnées sont croisés pour établir des cohérences fonctionnelles. Aucun lien politique n'est inféré. Chaque interaction est traitée comme un point de contact à cartographier, pas comme une preuve. Cette prudence méthodologique marque un seuil. L'enquête progresse désormais par consolidation documentaire, non par intuition. C'est ici que le contexte autour d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Son rôle apparaît indirectement, comme paramètre d'un environnement où les mécanismes de vigilance s'intensifient dès que des indices matériels suffisants émergent. Le pivot ne concerne pas une personne, mais une méthode. Passer de signaux faibles dispersés à un corpus exploitable. Ce changement reconfigure la suite. L'incident n'est plus clos par l'interpellation, il est relu à la lumière des données. La compréhension initiale se transforme non par ajout de faits, mais par réorganisation des informations existantes. Dès lors, une question s'impose. Que révèle cette bascule sur la capacité d'un système à apprendre de ses propres traces autour d'Ibrahim Traoré ? Les documents permettent de lire les effets selon 4 cercles fonctionnels, chacun révélant une facette différente des ajustements en cours. L'objectif n'est pas d'interpréter politiquement, mais de comprendre comment une séquence opératoire produit des impacts mesurables. Autour d'Ibrahim Traoré, ces effets s'inscrivent dans un cadre analytique qui relie procédures, ressources et continuité. Du côté des administrations publiques, les premières conséquences se manifestent dans les chaînes décisionnelles. Les administrations doivent recalibrer leur seuil d'alerte, intégrer des flux d'informations plus denses et maintenir la continuité des processus. L'écart de 17% dans les flux internes devient un repère opérationnel pour ajuster les priorités, redistribuer les équipes et harmoniser les délais de traitement. L'effet principal est organisationnel. Plus de coordination, moins d'interprétation locale et une vigilance accrue sans rupture fonctionnelle. Du côté des entreprises et des secteurs économiques, les impacts se lisent dans les chaînes logistiques et la planification. Les variations des flux financiers, notamment celles liées au secteur de l'or, modifient indirectement les coûts, les délais et la gestion des stocks. La progression des dépenses de sécurité implique des ajustements contractuels et des exigences de conformité plus élevées. Pour les acteurs économiques, l'incident sert de test de robustesse, absorber des fluctuations, réviser certains partenariats et sécuriser la continuité des opérations dans un environnement plus exigeant. Pour les populations et les usages du quotidien, à ce niveau, les effets sont plus diffus mais perceptibles. Les ajustements administratifs et logistiques peuvent influencer l'accès aux biens essentiels, les mobilités locales et la perception de stabilité. Les rapports évoquent des méthodes neutres pour capter ces micro-variations. Comparaison de prix, observation des flux, enquête rapide. Le contexte général où intervient Ibrahim Traoré rend ces signaux plus sensibles, sans que les documents n'en tirent de conclusions normatives. À l'échelle des régions et des zones exposées, enfin, les effets régionaux dépendent du degré d'exposition aux interactions extérieures. Les infrastructures sollicitées, la circulation économique locale et l'adaptation aux perturbations varient selon la densité des réseaux. L'analyse vise à déterminer si les ajustements restent circonscrits ou s'ils se diffusent vers des zones voisines. Les indicateurs privilégient la capacité d'absorption, redondance logistique, continuité des échanges et résilience des circuits locaux. Pris ensemble, ces 4 cercles dessinent une image cohérente. Les impacts ne sont ni uniformes ni instantanés. Ils se propagent par couches en fonction des procédures activées et des ressources mobilisées. Autour d'Ibrahim Traoré, cette lecture met en évidence un point clé. Les conséquences les plus durables ne sont pas celles que l'on voit immédiatement, mais celles qui modifient silencieusement la manière dont un système s'organise. La question devient alors stratégique. Quels cercles absorberont le mieux ces ajustements si la dynamique se prolonge ?
Les informations disponibles se prêtent à une projection en 3 scénarios, conçus non pour prédire une trajectoire politique, mais pour structurer l'évaluation des risques opérationnels à court et moyen terme. Chaque scénario repose sur les dynamiques déjà observées. Variation des flux internes, ajustement économique, intensification des dispositifs de sécurité et exploitation documentaire accrue. Premier scénario, celui d'une continuité maîtrisée. Dans cette hypothèse, les paramètres actuels demeurent relativement stables. Les hausses mesurées des revenus miniers et des dépenses de sécurité continuent de produire des effets graduels sans rupture. Les administrations maintiennent leur cycle, les chaînes décisionnelles restent opérationnelles et les mécanismes de coordination mis en place lors des phases précédentes deviennent la norme. Les variations sont absorbées par des ajustements incrémentaux. Le système apprend à fonctionner avec une charge analytique plus dense, sans surcharge durable. Deuxième scénario, celui d'une consolidation renforcée. Ici, les transformations observées s'articulent plus efficacement, les capacités opérationnelles gagnent en clarté, les procédures documentaires s'affinent et la coordination interunité devient plus fluide. Les ajustements économiques sont intégrés à moindre coût, et la cartographie des interactions améliore la prévention des frictions futures. Les chaînes décisionnelles deviennent plus prévisibles, les marges d'erreur se resserrent. Ce scénario suppose une montée en efficacité, où les enseignements tirés de l'incident servent de levier pour stabiliser durablement les mécanismes. Troisième scénario, celui de contraintes accrues. Dans l'hypothèse la plus exigeante, certaines pressions s'intensifient. La baisse des aides conditionnées crée des zones de fragilité, tandis que des perturbations extérieures affectent les chaînes logistiques. Les dispositifs de supervision sont davantage sollicités et l'exploitation documentaire doit gérer un volume croissant d'incertitudes. C'est ici qu'un raisonnement conditionnel s'impose. Si les signaux faibles s'accumulaient plus vite que les capacités d'absorption, alors les coûts d'adaptation pourraient augmenter plus rapidement que les ressources disponibles. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. Observer les transitions plutôt que les instantanées. Relier les interactions plutôt que les symptômes isolés. Considérer les ajustements comme des mouvements continus, non comme des ruptures soudaines. La question reste ouverte. Quels indicateurs mériteront une attention prioritaire pour discerner, dès les prochains mois, le scénario en train de s'imposer? Les documents permettent aussi une lecture par public, non pour personnaliser le récit, mais pour montrer comment une même séquence opérationnelle se répercute différemment selon les positions et les usages. Cette approche aide le spectateur à situer où les ajustements deviennent perceptibles, même lorsqu'ils restent discrets. Si l'on pense aux jeunes actifs et aux professionnels en début de parcours, voici ce que les variations systémiques laissent entrevoir. Pour ce groupe, les variations systémiques agissent souvent comme des signaux précoces. Les effets observables concernent la stabilité des environnements de travail, l'accès à l'information et l'évolution des compétences recherchées. Lorsque les procédures se densifient et que la sécurité gagne en priorité, certains délais s'allongent, d'autres se structurent. Une attention utile consiste à suivre les domaines où la demande de compétences augmente, car ils reflètent les zones de réorganisation interne. Pour les ménages établis et les communautés locales, l'impact passe surtout par les routines. Ici, l'impact passe par les routines. Disponibilité des biens essentiels, mobilité, continuité des services, de légers ajustements administratifs ou logistiques peuvent modifier des équilibres quotidiens. Les sources évoquent des outils simples pour capter ces variations comme la comparaison des prix ou l'observation des flux. Pour ces publics, la perception de stabilité importe autant que les chiffres eux-mêmes. Le contexte général autour d'Ibrahim Traoré rend ces signaux plus visibles, sans que cela implique une lecture normative. Quant aux acteurs externes et mobiles, ils observent d'abord la continuité des échanges et la fluidité des canaux. Diaspora, partenaires techniques ou structures hors territoire observent surtout la continuité des échanges et la fluidité des canaux de communication. Les interactions révélées par l'exploitation documentaire servent de repères pour mesurer la densité des réseaux et leur capacité d'adaptation. Une vigilance pertinente consiste à surveiller la régularité des échanges plutôt que leur volume ponctuel. Ces 3 lectures ne hiérarchisent pas les effets, elles les situent. Elles montrent comment,
un même ensemble d'ajustements peut être vécu comme opportunité, contrainte ou simple changement de rythme, selon la position occupée. La question devient personnelle. Dans lequel de ces cercles vous reconnaissez-vous le plus aujourd'hui ? Les documents esquissent une feuille de route en plusieurs axes, pensés non comme une réponse ponctuelle, mais comme un mécanisme d'apprentissage institutionnel. L'objectif est clair, faire en sorte que chaque signal détecté améliore durablement la capacité d'anticipation. Autour d'Ibrahim Traoré, cette structuration répond à une exigence de continuité plutôt qu'à une logique d'urgence. Commençons par un premier axe, consolider la surveillance. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, de définir des seuils d'alerte partagés et d'assurer un traitement systématique des signaux faibles. Les critères de suivi portent sur le temps de détection, la cohérence des données et la réactivité des unités. Cette base garantit que les écarts ne restent pas isolés. Poursuivons avec un deuxième axe. Optimiser la gestion des ressources essentielles. La démarche vise à cartographier précisément les capacités disponibles et les dépendances critiques. Les évaluations concernent la disponibilité des stocks, la redondance logistique et la mobilité des équipes. L'enjeu est de maintenir la continuité même lorsque certains apports se contractent. Vient ensuite un troisième axe, renforcer la communication interne. Les organisations mettent en place des modules de formation et des outils de coordination pour réduire les erreurs opérationnelles. La mesure repose sur la clarté des messages et la participation effective des unités concernées. Une information mieux partagée limite les interprétations divergentes. On peut aussi retenir un quatrième axe, structurer les partenariats techniques. L'objectif est d'harmoniser les protocoles et de mutualiser certaines ressources. Les indicateurs portent sur la fluidité des échanges et la rapidité d'exécution sans élargir le périmètre factuel. Enfin, un cinquième axe complète l'ensemble, instaurer l'évaluation continue. Des audits réguliers permettent d'ajuster les priorités et de consolider les enseignements tirés. Ce cycle transforme les observations en normes de fonctionnement. Ensemble, ces étapes décrivent comment un système apprend de ses propres traces autour d'Ibrahim Traoré. Un fil discret traverse l'ensemble des documents. La capacité à transformer une observation isolée en apprentissage institutionnel. Ce motif, déjà perceptible dans les premières phases de surveillance, réapparaît d'ici avec plus de netteté. Les séquences décrites, signal faible, documentation, coordination, exploitation, semblent fragmentées, mais leur articulation progressive révèle une logique continue. Le rappel du rôle des officiers observateurs évoqué plus tôt donne à cette conclusion une résonance particulière. Leur travail patient, souvent invisible, montre que la robustesse ne naît pas de l'événement lui-même, mais de la manière dont il est intégré. Chaque vérification devient un repère, chaque écart détecté une occasion de renforcer les protocoles existants. Ce mouvement lent explique pourquoi l'incident ne se referme jamais complètement. Il laisse des traces utiles. Autour d'Ibrahim Traoré, ce retour au motif central éclaire la cohérence de l'ensemble. Les documents ne racontent pas une rupture spectaculaire, mais une maturation. Le système ne se protège pas en réagissant plus vite, mais en reliant mieux ceux qui l'observent. C'est cette continuité analytique qui transforme la pression en information exploitable. La phrase clé pourrait tenir en peu de mots. Un système se renforce lorsqu'il apprend de ses propres traces. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure, mais à faire sentir une évidence. Ce qui compte n'est pas l'incident, mais la capacité à en tirer une structure plus solide autour d'Ibrahim Traoré. La dernière image laissée par les documents n'est ni une certitude, ni un verdict. C'est un espace. Un espace où les mécanismes observés peuvent être comparés, discutés et mis en perspective avec d'autres contextes. Cette approche privilégie l'intelligence collective plutôt qu'une réponse fermée, car la compréhension progresse lorsqu'elle se nourrit de regards croisés. Autour d'Ibrahim Traoré, l'analyse proposée invite à dépasser le fait ponctuel pour s'intéresser aux méthodes, aux seuils et aux enchaînements. Elle suggère que la lecture des variations, des flux et des procédures concerne bien plus que ce cas précis. Elle touche à la manière dont des systèmes apprennent, s'ajustent et se stabilisent sous contrainte. Pour le spectateur, l'enjeu est désormais interactif. Quels mécanismes mériteraient d'être explorés plus en profondeur ? Quels indicateurs vous semblent les plus révélateurs lorsqu'un équilibre devient fragile ?
Et quelle comparaison pourrait enrichir cette lecture sans la figer dans une interprétation unique? La réflexion reste volontairement ouverte. Elle se prolonge par le dialogue, par l'échange d'expériences et par la mise en commun d'analyses. Car c'est souvent dans ces prolongements que la compréhension gagne en précision et en nuance. La question finale demeure simple. Quelle piste souhaiteriez-vous suivre pour continuer cette exploration ?